Bonjour, et je suis Sophie Fay, je suis chef du service éco à l'Obs. Et écoutez, on a une grande chance ce matin. Vous allez avoir trois points de vue sur ce sujet absolument passionnant, un point de vue d'économiste, un point de vue de géographe, un point de vue de géopoliticienne. Donc je vais leur laisser la parole tout de suite. J'ai essayé de les, vous savez, en bon journaliste, de les opposer un peu pour savoir si avec un camp qui était un camp de spécialistes qui pensaient plutôt que la Chine était dans la coopération et un camp dans la prédation. Ils ne sont pas si faciles que ça à opposer. Donc le sujet a l'air d'être subtil, mais quand même, Michel Fouquin, vous, sur le plan économique, vous trouviez quand même qu'on ne pouvait pas reprocher complètement à la Chine d'être dans la prédation et que jusqu'en 2013 au moins, elle jouait le jeu. Voilà, très exactement, 2013, c'est l'année où Xi Jinping devient président de la Chine, entre autres président de la Chine. Et je dirais que depuis cette date, on est passé d'une Chine modeste, silencieuse, relativement silencieuse, à une Chine qui s'affirme comme nouvelle puissance mondiale avec ses propres ambitions, ses propres valeurs qui ne sont pas forcément celles de l'Occident. Donc il y a dans la position de la Chine, on va essayer de mettre en perspective cette évolution. Je vais essayer de mettre en perspective cette évolution en partant de l'économie. Et en partant de l'économie, je dirais que le point de départ, enfin, ça a commencé avant 2001, mais ça a été l'entrée de la Chine, l'adhésion de la Chine à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette adhésion? Ça voulait dire que la Chine allait accepter les règles, les bonnes règles du commerce international. Donc c'est à la fois un événement majeur, c'est-à-dire qu'un pays communiste qui avait connu les époques Mao Tse-tung, quand même de violente opposition à l'Occident, décidait de jouer le jeu international en adhérant à l'OMC. Alors, qu'est-ce que les Occidentaux espéraient en acceptant cette adhésion? L'idée sous-jacente, c'est que progressivement, la Chine allait évoluer. Elle n'était pas encore reconnue comme économie de marché, c'était encore une économie très largement centralisée, encore planifiée, et donc on ne pouvait pas lui accorder un statut de simple membre. Il y avait le problème de ce fait que l'économie chinoise ne fonctionnait pas comme une économie occidentale, avec des entreprises financées sur le marché, avec des obligations de rendement, etc., etc., etc. Donc on avait encore une économie chinoise qui était très largement obscure pour ceux qui étaient à l'extérieur. Donc le pari, c'est que progressivement, en apprenant à jouer selon les règles internationales, la Chine allait devenir un bon client, si je puis dire. Et de fait, si on fait le bilan économique, je dirais que globalement, il a été très positif. Très positif pour la Chine, bien sûr, grâce à sa stratégie d'export-promotion et de contrôle des importations. La Chine est devenue le premier exportateur mondial, très loin devant l'Allemagne aujourd'hui. C'est énorme. Il y a plusieurs centaines de millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté. C'est très positif, qu'on le veuille ou non. Il y a le fait que l'ensemble des pays d'Asie autour de la Chine ont profité de l'émergence de la Chine, y compris le Japon et la Corée du Sud. Le Japon et la Corée du Sud sont parmi les rares pays qui ont des excédents commerciaux sur la Chine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent massivement des biens d'équipement à la Chine. Donc ils équipent la Chine en produits pour produire des biens industriels. Donc ça a été positif à la fois pour les pays développés comme le Japon et la Corée du Sud, et Taïwan et Hong Kong, et ça a été aussi positif pour les pays en développement, que ce soit les pays d'Asie du Sud-Est, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique latine. Pourquoi? Parce que la demande chinoise de matières premières a explosé et que les prix, entre 2000 et 2008, les prix des matières premières ont explosé. Ce qui fait que ça a été un impact très positif pour l'Afrique notamment,
qu'on a vu redémarrer à cette occasion. Ça a été bon pour la Russie, les prix du pétrole qui, enfin, ont sauvé la Russie de la faillite, que sais-je encore. Donc on voit que pour de nombreux pays du monde, l'émergence de la Chine comme puissance exportatrice et importatrice a été positive. Alors maintenant, je dirais que encore tout récemment, l'année dernière, le groupe Volkswagen qui a des ennuis avec son diesel, les profits du groupe Volkswagen sont essentiellement venus de Chine. Le groupe General Motors, qui était en faillite au moment où Obama l'a sauvé de justesse, s'est rétabli financièrement grâce à la Chine. Donc tous les constructeurs occidentaux, sauf les Français malheureusement, enfin ça c'est une autre histoire, tous les grands constructeurs automobiles internationaux sont massivement implantés en Chine. La Chine est le premier producteur de voitures Toyota, premier producteur de voitures General Motors, etc., etc. Et les profits qu'ils ont réalisés sont considérables. Donc on voit, si on fait un bilan, on se dit, bon, il y a quand même eu des gens qui ont mal vécu l'émergence de la Chine. C'est dans l'industrie textile, par exemple, il est clair que c'est un train de longue durée, hein, mais les pays développés se sont de plus en plus retirés de l'industrie textile et, disons, d'une manière générale, de toutes les industries légères à contenu élevé en travail non qualifié, hein, pour employer des termes d'économistes. Hein. Donc il y a une spécialisation internationale qu'on attendait de toute façon. Les pays développés ne peuvent pas se maintenir dans les industries à main-d'œuvre peu qualifiée. Donc c'était une tendance historique et là, je dirais, l'émergence de la Chine n'a fait qu'accélérer le mouvement, mais il l'a accéléré. Et donc dans certaines régions, ça a été douloureux, c'est clair. Voilà. Mais je dirais que finalement, grosso modo, le bilan a été positif. Alors on arrive aux aspects négatifs. Et je dirais que les années qui viennent, je pense que les aspects négatifs vont être de plus en plus nombreux. Première raison, cela a été dit par Natacha, si je ne me trompe pas. Anastasia. Anastasia l'a parfaitement dit. La Chine ne se contente pas d'être spécialisée dans les industries légères de main-d'œuvre non qualifiée, elle est en train de faire de l'upgrading, de la montée en gamme, hein, si je puis dire, technologique dans son industrie. Et elle est en train de mettre les bouchées doubles. Et elle se sert pour ça d'un instrument majeur, c'est l'acquisition de firmes de haute technologie en Occident. Donc là, on n'est plus dans cette bonne vieille spécialisation internationale. Les pays en développement, ils font l'industrie légère. Nous, on fait les industries de nouvelles technologies, de haut de gamme, et on fait payer cher, etc., etc. C'est que maintenant, sur notre cœur de métier, je dirais, on voit arriver les entreprises chinoises qui ont des ambitions, c'est bien normal, hein, mais qui ont des ambitions extraordinaires. Le problème est de savoir, est-ce qu'on est à jeu égal? Est-ce qu'aujourd'hui, on est à jeu égal? Alors, il faut reconnaître que quand on a décidé d'accepter la Chine dans l'OMC, on avait prévu qu'au bout de 15 ans, elle accéderait au statut d'économie de marché. Elle serait considérée comme économie de marché, ce qui veut dire que les exemptions dont elle avait bénéficié, hein, la possibilité pour elle d'avoir un système qui ne soit pas tout à fait selon les normes occidentales, avoir des financements publics dont on ne savait pas très bien quelle était la rentabilité prévue, etc. Bon. Ce jeu-là, à partir du moment où la Chine a réussi ce parcours, normalement on devrait dire c'est une économie de marché. Mais non. L'échéance, c'était l'an dernier, c'est ça, pour l'économie de marché? C'était l'an dernier. Et donc, il y a eu des frictions avec les États-Unis notamment et avec l'Union européenne sur cette question de savoir, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on abandonne toute possibilité, enfin, on abandonne beaucoup de possibilités de se défendre contre une concurrence déloyale, unfair competition. Ça veut dire que si tout d'un coup,
on voit arriver des produits en masse sur un marché, on a la possibilité de mettre des barrières et de décréter des mesures anti-dumping. Hein, donc on va bloquer pour un certain nombre de produits, on a déjà bloqué, hein, je pense aux panneaux solaires, l'Europe et les États-Unis ont décidé de bloquer ou de taxer très fortement les importations de panneaux solaires, qui est une industrie cruciale pour la transition énergétique, mais dont la façon dont les Chinois ont monté leur industrie des panneaux solaires fait que, d'une part, ils ont surinvesti, et d'autre part, les prix qu'ils pratiquent sont vraiment très très en dessous probablement de ce qu'est leur coût de revient. Et donc, on est légitime à bloquer, à taxer ces importations de panneaux solaires. Les États-Unis font pareil. Il y a le problème de l'acier et de l'aluminium, vous en avez entendu parler. Là aussi, mais il faut dire que c'est des industries un peu particulières, la sidérurgie et l'aluminium. Périodiquement, on a des situations de suraccumulation, de surinvestissement. Il y a depuis 1950 jusqu'à nos jours, on a bien eu 4 ou 5 crises de la sidérurgie, parce qu'à chaque fois, tout le monde investit dans les périodes fastes pour acquérir des parts de marché. Et puis quand le cycle se retourne, on se retrouve avec des capacités énormes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des capacités énormes? On se met à vendre en cassant les prix. On vend en dessous du prix du marché, ce qui est complètement contraire à la bonne concurrence, à la concurrence loyale. Voilà, donc on se trouve... Alors ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, l'excédent commercial chinois est de environ 500 milliards de dollars. Je parle de l'excédent commercial. Alors, les Chinois sont conscients que ça pose problème. Un tel excédent, c'est gigantesque. Et donc, il est compensé à moitié par une décision qui a été prise il y a quelques années, c'est de permettre aux Chinois de voyager. Ah, ça, c'est merveilleux, c'est une liberté que les Chinois acquièrent. Et on a un déboulé de touristes chinois de par le monde qui permet de compenser à moitié l'excédent commercial chinois. On a un excédent de 500 milliards, il y a un déficit tourisme, transport de 200, à peu près de la moitié, 200-250 milliards de dollars. Et donc, l'excédent de la balance courante chinoise n'est plus que de 200 milliards de dollars, c'est-à-dire beaucoup moins que l'excédent allemand, hein, entre parenthèses. L'excédent courant allemand est 2 fois supérieur à l'excédent courant chinois, du fait de ces touristes chinois qu'on voit un peu partout. Donc, malgré tout, il y a un problème parce que 500 milliards d'excédents sur les marchandises, ça pose problème, et d'où on veut garder, les pays occidentaux, européens et États-Unis veulent garder des outils pour pouvoir se protéger de temps en temps, mais pas systématiquement. Et Michel Foucault, est-ce qu'on peut être une économie de marché quand on n'est pas vraiment une démocratie, puisque le pari de tout ça, c'était aussi que le développement économique permette d'aller vers un régime plus démocratique. Or là, vous m'avez raconté, quand on a préparé la table ronde, qu'il y avait un certain nombre de rétorsions, de mesures de rétorsion qui n'étaient possibles que dans un pays où l'opinion publique était un peu sous contrôle. Alors, la première chose, c'est qu'il est clair que les progrès vers la démocratie, on est plutôt en recul, il me semble, ça mes collègues me le confirmeront ou l'affirmeront. Avec Xi Jinping, on est dans un système politique où le Parti communiste doit rester au pouvoir jusqu'au 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, d'après les déclarations officielles. Et donc, ils ne sont pas du tout prêts, à mon avis, à passer vers une démocratie de type occidental, même aménagée. Donc là, depuis l'arrivée de Xi Jinping, on est en recul. La répression sur toutes les formes de contestation est extrêmement vigoureuse. Le contrôle des réseaux sociaux, parce que Google, Amazon et les autres, en fait, sont contrôlés en Chine. C'est, je crois, l'un des seuls pays au monde où le pouvoir central est parvenu à avoir le contrôle des réseaux sociaux qui font peur à tous les autocrates. Hein.
Je dirais que la Russie de Poutine à côté de la Chine de Xi Jinping serait démocratique, s'il fallait faire une comparaison. Donc on est dans un système fermé, très fermé. Donc de ce point de vue-là, alors maintenant, est-ce que ça implique que sur le plan économique, ils ne soient pas capables de jouer une certaine transparence? Je pense que là, il y a des marges de manœuvre et que les dirigeants chinois ont compris que dans leur propre intérêt, ils avaient intérêt à contrôler l'activité de leurs entreprises, des state-owned enterprises, les entreprises publiques chinoises. Il n'est pas question qu'elles continuent à faire n'importe quoi, comme ça a été souvent le cas dans le passé. Donc on va mettre de la rationalité dans la gestion, dans le management des entreprises publiques. Donc on va progresser sur le plan économique, avec des guillemets, toujours, le libéralisme économique va continuer, à mon avis, il va continuer à progresser en Chine, mais la libéralisation politique, niet. Mais vous disiez par exemple que quand il y a un différend avec la Corée, tout à coup, les magasins coréens ou les voyages en Corée, le tourisme en Corée est boycotté sans qu'il y ait aucune déclaration officielle, mais de fait. Alors ça, effectivement, l'OMC s'occupe au fond, je dirais, de ce qui se passe jusqu'à la frontière. Mais ensuite, à l'intérieur, c'est plus tellement son problème. Donc, ce qui s'est passé avec les incidents avec le Japon à propos des îles Senkaku et à propos de l'installation en Corée du Sud d'un système antimissile visant la Corée du Nord, on a vu en Chine des réactions populaires tout à fait spontanées contre les gens qui avaient des voitures japonaises ou coréennes. On a vu que les offices de tourisme chinois qui offraient beaucoup de voyages en Corée du Sud ont complètement supprimé de leur programme cette possibilité. Or, le tourisme chinois en Corée du Sud est un élément extrêmement important pour l'économie sud-coréenne. Donc alors ceci c'est inattaquable en termes internationaux, puisque c'est l'opinion publique qui décide que les Japonais sont des méchants, qui décide que les Coréens sont des méchants, et que donc il ne faut plus acheter de voitures japonaises ou coréennes, etc. Donc ça, c'est pas condamnable, c'est difficilement condamnable, disons. Merci beaucoup. Quand on a fait donc ce petit partage entre coopération et prédation, Emmanuel Véron, vous qui êtes géographe... Des investissements, mais on y reviendra. On y reviendra dans les questions. Vous qui êtes géographe, vous aviez quand même l'impression qu'on allait vers une Chine assez prédatrice, et vous vouliez notamment nous parler de ce qui se passait sur ces routes de la soie, donc ces nouvelles routes de la soie. C'est tout un programme que le gouvernement chinois est en train de mettre en place et que vous allez nous expliquer, d'ailleurs très visuellement, parce que sans carte, c'est pas évident à comprendre. Oui. Merci bien donc, pour votre invitation et l'organisation de cet événement formidable. Je vois l'amphithéâtre plein à craquer. Je vais dans la continuité de ce que a pu évoquer M. Fouquin, je vais venir en compléter quelques éléments et rapidement passer sur les éléments qu'il a déjà évoqués, avec une réflexion ou quelques pistes de réflexion sur les routes de la soie, projet donc qui est lancé en 2013 et qui occasionne beaucoup de papiers, beaucoup de réflexions dans les think tanks, un peu dans les universités occidentales, etc., et énormément en Chine. Projet qui est souvent décrit comme opaque, avec des frontières bizarres, floues, peu fiables, etc. Et je vais vous donner 9 pistes, chiffre du dragon, symbole numérologie chinoise, qui, à mon avis, permettent d'envisager ce projet chinois dans le temps long, dans le temps moyen et dans le temps long. Le premier élément que je souhaitais voir avec vous pour cette table ronde, et bien évidemment est soumis à la discussion, c'est l'appropriation d'un temps de l'histoire humaine, d'un temps géoéconomique, d'un temps social, d'un temps anthropologique,
à savoir cette affaire de route de la soie, de circulation économique, d'échange de marchandises à travers le produit qu'est la soie, mais d'autres produits qu'on évoque peu, des bijoux, des épices, éventuellement des savoir-faire, etc., à travers la plaque eurasiatique, entre un pôle civilisationnel chinois dans le temps long et puis quelque part Europe méditerranéenne à travers l'Asie mineure, etc. Et depuis 2013, avec le discours de Xi Jinping d'abord au Kazakhstan, à Astana, pour lancer le projet des routes terrestres continentales de la soie, puis un deuxième discours en Indonésie quelques jours plus tard à Jakarta, pour lancer l'initiative, cette fois-ci du pendant maritime, des routes maritimes de la soie du XXIe siècle. Je crois qu'on a véritablement là un temps particulier dans la puissance chinoise. Je vais y revenir tout à l'heure, à travers la réinterprétation de lectures géopolitiques occidentales. Alors, vous les avez sur la diapo, rapidement, hein, donc divers projets eurasiatiques concernant cette idée de circulation sur la plateforme eurasiatique, avec d'un côté Chine, de l'autre Europe, et qu'est-ce qu'on a au milieu ? Asie centrale, Asie mineure, Proche-Orient, etc. Dans les faits, c'est une réinterprétation, une appropriation d'un géographe allemand, hein, fin du 19e, je vous l'ai mis sur la diapo, Richthofen, 1877, mais c'est également en complément des lectures géopolitiques, Mackinder, Mahan, et puis on pourrait éventuellement penser à d'autres écoles ou d'autres écrits, à l'instar de Paul Morand dans les années 30. Et on a mis beaucoup de temps à comprendre ce projet de Xi Jinping. Et ce que je me demandais, c'est si quand il commence à parler des routes de la soie, de la Silk and Belt Road Initiative en 2013, est-ce qu'il a déjà en tête quelque chose de très précis, ou est-ce que ça se construit finalement en marchant ? Comment vous avez vu les choses ? Les deux, mon capitaine. Les deux, absolument, c'est absolument ça, et c'est ce qui participe au côté un peu flou dans les perspectives que l'on peut avoir et les analyses en profondeur que l'on peut avoir de ce projet. Et dans la continuité de cela, et pour répondre à votre question, deuxième piste de réflexion concernant ces routes de la soie, je vois les routes de la soie comme étant ni plus ni moins la continuité de la montée en puissance de la Chine, montée en puissance diplomatique, montée en puissance militaire, montée en puissance financière, montée en puissance, tous les spectres de la puissance, qui est encore aujourd'hui une puissance entre guillemets imparfaite. Alors là, on va me fusiller du regard, puissance imparfaite, au sens de la puissance globale, qui n'est pas encore comparable ni du même niveau que la puissance américaine états-unienne, souvent décriée comme étant en déclin, etc., ce qui est très discutable, je pense. Dans les faits, c'est un projet qui vient englober des initiatives, qui vient donner un label, qui vient donner une coloration à des dimensions géoéconomiques, diplomatiques, éventuellement militaires ou stratégiques, qui étaient déjà initiées, lancées dans les années 90, dans les années 2000, etc. C'est pour ça que je vous ai mis depuis 20-30 ans, dans la logique d'une Chine en expansion. Alors je vous ai mis la cartographie d'un ami qui réalise ces cartes magnifiques, pour vous donner la trajectoire géoéconomique des échanges commerciaux entre la Chine et l'Asie. J'imagine que vous arrivez à lire les chiffres, vous pouvez aller voir sur le site. Troisième axe de réflexion sur le contexte du lancement, et ça répond peut-être à votre question dans une deuxième mesure, sur pourquoi Xi Jinping se dit maintenant je vais lancer un projet qui est, selon les traductions, une initiative, etc. D'ailleurs, le mot initiative en chinois, on ne le trouve pas, hein, ou compliqué, me semble-t-il. Il ne le cite pas, il parle d'une ceinture, une route, il parle de la route économique des routes de la soie ou la ceinture économique des routes de la soie. Le mot initiative est un élément de langage diplomatique pour la scène internationale, que la Chine va essayer d'entretenir avec des gens qui ne sont pas sinophones. Donc vous voyez la dualité, la duplicité dans l'action, dans le discours diplomatique. Passionnant. Donc le temps et le contexte du lancement des NRS, Nouvelle Route de la Soie, n'est pas le fruit du hasard. Il y a un agenda très clair, mais qui n'est pas publié. C'est évident. Il y a une dimension stratégique qui est celle de l'accession à la puissance et d'un point de non-retour. La Chine ne se conçoit et ne se perçoit que comme la puissance dans le monde, avec des difficultés aujourd'hui, parce qu'elle fait face aux États-Unis qui sont quand même bien musclés, un peu plus musclés, ils font plus d'abdos et de pompes que les Chinois, pour faire simple. Tant du lancement de ces routes de la soie que l'on peut revoir dans le cadrage temporel, géopolitique et économique, fin des années 2000, de crise financière 2008,
jusqu'au lancement 2013-2014. Je vous ai mis sur la diapositive quelques éléments de réflexion qui sont à corréler avec des éléments de politique intérieure. Relance de la démographie, même si on lit par-ci par-là que la relance de la démographie et l'arrêt de la politique de l'enfant unique par Xi Jinping ne prend pas, ça a du mal, etc. Dans les faits, il y a l'inscription d'une politique de relance de la démographie, de relance de la fécondité pour relancer un nouveau format, une nouvelle norme familiale. C'est fini le 4 grands-parents, 2 parents, 1 enfant. 4 grands-parents, 2 parents et 2 enfants maintenant. Nouvelle norme familiale pour les 20 prochaines années. Démographie. Alors bien évidemment, vous allez me dire, on ne va pas repartir sur une transition démographique, c'est impossible, il faudrait des années, et dans les faits, c'est mathématiquement, mécaniquement pas possible. Mais il y a cette dimension de corrélation politique intérieure, politique extérieure de la RPC de la Chine, avec bien évidemment soft power, on n'en a pas encore évoqué, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est un élément clé dans ce projet-là, dans ce programme-là, tant pour la société chinoise, que pour montrer au monde que la Chine se dote enfin d'un projet global. Ce qu'elle n'avait pas encore décrit, d'où son affirmation, sa montée en puissance et davantage d'enthousiasme dans les affaires et peut-être moins d'inhibition. Donc les routes de la soie, c'est pas seulement des infrastructures, vous dites, c'est aussi du... C'est global, multivectoriel. D'accord. Et le côté infrastructure, comment ça se passe ? Alors, le côté infrastructure, qu'est-ce que j'ai comme élément ici ? Non. Le côté infrastructure, c'est très clairement un projet qui est basé sur la construction, l'investissement dans des, dans des autoroutes, dans des infrastructures terrestres, continentales, pour monter en puissance les capacités d'échange par voie terrestre continentale, par le train, par le rail. Et il y a un deuxième volet qui est actuellement le volet qui permet la mondialisation, qui permet les échanges internationaux et 75-80% des marchandises qui transitent sur la planète par voie maritime, conteneurisation sur des navires gigantesques qui emmènent des centaines, voire des milliers de boîtes qui circulent partout sur la planète. La stratégie chinoise là-dedans, c'est d'être un peu moins dépendant et de réduire la marge de manœuvre des 75-80% de commerce maritime et d'augmenter très sensiblement le commerce par voie terrestre à travers ces fameuses routes, en partant du Grand Ouest chinois, région Xinjiang qui pose problème en termes sécuritaires, en termes de séparatisme, en termes d'équilibre, de développement, etc., et de déboucher sur l'Asie centrale. Alors bien évidemment, on a un certain nombre d'obstacles, de difficultés techniques pour l'écartement des rails, etc., mais les Chinois y travaillent et ont dans leur horizon stratégique cette affaire d'augmenter très, très sensiblement le transport par voie ferroviaire et de déboucher sur l'Europe occidentale, sur l'Union européenne. Ce qui posera des problèmes en termes douaniers, ce qui peut-être en pose déjà. D'accord. Et il y a vraiment une priorité des routes terrestres par rapport aux routes maritimes. Et concrètement, comment fait le gouvernement chinois ? Il va voir ses voisins en disant, ben voilà, vous propose de... Vous avez plusieurs grandes firmes, grandes compagnies en fait, qui sont directement reliées à l'État et donc au parti, donc à un schéma stratégique décisionnel. La fameuse compagnie CRRC, qui est la grande compagnie qui construit, qui transporte du ferroviaire, du rail, plus donc qui va investir dans des infrastructures en Afghanistan, oui, il peut, lapsus, au Kazakhstan, en Turquie, en Iran, etc., jusqu'en Europe. Pensez à la plateforme Decathlon de Dourges, dans la moitié nord de la France, dans le nord de Paris. Si vous avez la Twitter ou Google, regardez Dourges sur Internet, Dourges, Chine, hashtag, etc. Regardez. Plateforme logistique de Decathlon qui est intégrée dans le dispositif Nouvelle Route de la Soie depuis la Chine. Dourges, c'est à quelques centaines de kilomètres de Paris. D'accord. Donc on est très clairement sur cette dimension-là. Et il y a un autre aspect qui est peut-être pas suffisamment évoqué, qui est celui de la capacité des institutions chinoises au sens organe à subventionner le conteneur, parfois jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour circuler sur voie continentale. Je vais subventionner le transport ferroviaire, chaque conteneur plus conteneur, qui transporte beaucoup moins que des navires, on l'a compris, mais qui va permettre de trouver des débouchés, qui va permettre de trouver, si vous voulez, un peu de fluidité. Et l'idée, c'est de trouver un débouché pour l'industrie chinoise, pour le ciment chinois, les rails chinois, les trains chinois, les TGV chinois, ou c'est plutôt d'augmenter
son influence politique, Alors, il y a plusieurs peut-être éléments de réponse. Effectivement, il y a la dimension de sortir du territoire ces surcapacités industrielles. Vous parliez des matériaux de construction, béton, des métaux, de l'acier, etc., etc. Parce que la Chine produit et n'arrive plus à absorber dans la construction, dans l'urbanisation, dans l'aménagement de son territoire. Donc elle a ses besoins de sortir sa surproduction, sa surcapacité dans son voisinage proche, d'abord et avant tout. Donc c'est là où on a la plus grande concentration de ces, entre guillemets, exportations de surcapacité. Donc dans quel pays ? Alors, tout le pourtour. Ouais. Mongolie, Kazakhstan, Pakistan, Cambodge, Vietnam, Birmanie, Thaïlande, etc., jusqu'en Afrique. C'est les fameux présences chinoises en Afrique plurielles, la construction d'infrastructures avec une emprise stratégique à Djibouti et la construction d'un train qui est peut-être pas encore très emprunté, mais qui est une voie d'accès en Éthiopie, qui est un des grands États africains avec à peu près 100 millions d'habitants, vous me dites si je dis des bêtises, mais autour de 100 millions d'habitants, qui n'a pas de façade maritime. Et donc la Chine construit des corridors pour déboucher, pour avoir une vision stratégique là-dedans, à l'avenir. Et puis c'est également l'ensemble de la planète qui est concernée par ces infrastructures. Je pense à la politique chinoise de la partie centrale et orientale de l'Europe, une partie des Balkans, la Hongrie, la République tchèque, on peut penser à la Pologne, mais également aux infrastructures de transport en Allemagne, type port de Duisbourg, un des plus grands ports, si ce n'est le plus grand port intérieur au mondial en Allemagne, et la stratégie de développement des relations entre le Royaume-Uni, et, depuis le post-Brexit, et la Chine. Justement, quand ces routes de la soie arrivent en Europe, est-ce qu'il y a une concurrence entre pays européens pour être les réceptacles finalement de ce commerce chinois, ou est-ce que ça se passe de manière coordonnée du côté européen ? Question difficile. Merci. Juste un mot là. On voit que la Chine essaye de contourner l'Union européenne. Hein. Je pousse peut-être un peu loin l'argument. C'est-à-dire qu'ils ont créé un forum, 16+1, hein, qui consiste à regrouper tous les pays d'Europe de l'Est, qu'ils soient membres ou non de l'Union européenne, pour discuter de programmes d'investissement chinois, d'infrastructures, etc., en dehors de l'Union européenne. Donc il y a là aussi, c'est un des risques pour l'Union européenne, c'est d'être face à un adversaire ou un partenaire qui voudrait bien s'affranchir des règles de l'Union européenne qui lui paraissent trop lourdes, trop ceci, trop cela, etc. Et peut-être un dernier point, Emmanuel, vous me disiez qu'au service de cette politique d'expansion et d'infrastructure, la Chine avait mis en place des institutions financières. Oui. Et des moyens financiers colossaux. Ouais. Absolument. Alors j'ai préparé je peux vous montrer une image si vous voulez. Hop. On laisse de côté les porte-avions, ce sera pour le dessert. Alors voilà, dans la réponse, c'est pas de moi cette image, c'est du think tank allemand Merix qui produit beaucoup d'infographies. On voit trois grandes directions qui répondent très directement à votre interrogation. Quel est le poids diplomatique de la Chine dans tout ça ? Quelles sont ses initiatives ? Quelles sont ses décisions ? Quels sont les éléments d'ambiance dans sa stratégie ? Premier élément, c'est qu'on a une intégration des institutions existantes, que ce soit de l'ONU, que ce soit les différentes banques, que ce soit les différentes institutions bancaires, financières, d'organisations de paix, d'organisations régionales, etc. Deuxième élément, vous les avez au tableau, deuxième élément, c'est l'idée d'une redynamisation à l'initiative de Pékin d'institutions, quel que soit le secteur financier, bancaire, organisation pour la paix, la sécurité, etc., qui étaient jusqu'à présent assez inutiles, ou en tout cas mises de côté, ou relativement peu efficaces, qui étaient assez peu mises en avant. Et troisième élément, et c'est ça qui témoigne véritablement, je pense, de la vigueur, de la dimension chinoise, de sa politique étrangère, et donc de son nouvel outil, route de la soie, qui est un vecteur d'intelligence économique, qui est un vecteur d'acquisition de marché, qui est un vecteur de percée à l'international et de maintien du régime en place, en même temps qu'il monte en puissance, c'est la création de nouvelles institutions.
Et là-dedans, des banques mondiales, la BA2I en 2014, dans la continuité de l'agenda des routes de la soie, dans laquelle on retrouve un certain nombre de pays européens, Royaume-Uni, France, comme étant des membres clés. Alors on peut discuter de la viabilité ou pas de cette institution, mais dans les faits, cette institution existe. Affaire à suivre. On peut éventuellement penser à d'autres institutions type Organisation de coopération de Shanghai, qui est une sorte d'organisation d'intégration régionale en Asie, non occidentale, puisqu'on y retrouve là-dedans plusieurs puissances nucléaires, Russie, Chine, Pakistan, Inde, depuis quelques années, et d'autres États d'Asie centrale. Donc là, quelle est la gouvernance de tout ça qui se dessine? Et puis, autre élément, on pourrait le plus évident dans les derniers acteurs, les BRICS et le rôle de la Chine au sein des BRICS, comme étant un des acteurs clés dans une certaine disproportion par rapport à la Russie, en termes économiques, en termes démographiques, et éventuellement le Brésil aussi, ou l'Afrique du Sud. Avec l'Inde, c'est plus compliqué. Merci beaucoup. Alice Ekman, vous venez de publier aux éditions du CNRS La Chine dans le monde. Et vous allez nous donner un point de vue, le point de vue, dans la continuité de ce que disait Emmanuel, le point de vue géopolitique de tout ce nouveau positionnement, et vous nous expliquez peut-être comment la Chine, elle, voit sa propre place dans la mondialisation. Oui, il nous reste combien de temps? 10 minutes avant pour laisser la place à... Les 10 minutes. 10 minutes 10 bonnes minutes. Alors en 10 minutes, je vous propose... On vous laisse la place pour les questions. En 10 minutes, je vous propose, c'est encore le matin, de faire un quiz en 5 questions. Et j'espère que vous allez répondre avec moi à ces questions. On va commencer très simple. Alors 5 questions, c'est la Chine et la mondialisation. Vous êtes prêts Parce qu'il y aura peut-être 1 euro à la clé à gagner à la fin, si je le trouve dans ma poche. Il faudra se partager. Les chercheurs sont pauvres. Alors c'est parti. Les buzzers sur votre droite. J'arrête. La Chine, très facile, mais il faut commencer par très facile pour reprendre. La Chine est-elle entrée dans la mondialisation? Oui, bravo. Tout le monde 1 euro. Non, bien sûr, mais en tant que chercheur, je vais quand même vous faire un petit topo de base sur la Chine et la mondialisation. Elle est entrée dans la mondialisation depuis 1978 grâce à Deng Xiaoping. Elle est entrée de plein pied. En créant ces zones économiques spéciales au cours des années 80-90, en internationalisant certaines de ces entreprises, en ouvrant le marché. Je fais très simple, mais c'est important de se souvenir que c'est une internationalisation assez récente. La Chine est entrée... comment? Alors, levez le doigt, mais tout le monde a dit oui. La Chine est entrée dans la mondialisation, oui, là, c'est bon. Donc 100% de réponses gagnantes. Non, donc la Chine est entrée dans la mondialisation, mais il y a eu un prolongement depuis Jiang Zemin en 1990, à la fin des années 90, en 99 surtout, puis au début des années Hu Jintao dans les années 2000. Internaliser les entreprises chinoises, c'était très important. Donc il fallait les soutenir dans leurs investissements à l'étranger, dans les secteurs énergétiques, dans le secteur des transports, que ce soit sur le continent africain, mais également dans certains pays asiatiques. Et cette entrée par l'économie dans la mondialisation a généré de nouveaux défis pour la diplomatie chinoise. Et Sophie le rappelait, moi je fais de la géopolitique, et donc ça pose de nouveaux enjeux géopolitiques en termes de protection de ces investissements et protection aussi des ressortissants chinois à l'étranger, de plus en plus nombreux. Des ouvriers, mais aussi des touristes, comme Michel le soulignait. Donc, une intégration économique dans le monde qui suscite de nouveaux enjeux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, la crise libyenne a été un choc pour la Chine, la diplomatie chinoise, à 2 égards. Point de vue économique, perte d'investissements massifs qui avaient été engagés dans le pays et qui ont été remises en cause par la crise politique qui était finalement assez soudaine. Et aussi nécessité urgente d'évacuer près de 35 000 ressortissants chinois qui étaient présents dans le pays, et la Chine avait peu d'expérience on va dire dans la protection de ses ressortissants à l'étranger et dans l'évacuation militaire de ses ressortissants dans les délais courts. Donc ça remet l'intégration de la Chine dans la mondialisation, la Chine dans le monde, force, ou en tout cas encourage la Chine à agir, suivre la situation sociale, politique d'un nombre croissant de pays dans lesquels elle est engagée économiquement. Voilà, alors première question facile. Deuxième question, vous êtes prêts?
Alors il faut lever le doigt, me dit votre professeur ou votre superviseur, je ne sais pas, votre directeur de mémoire. Est-ce que la Chine se porte aujourd'hui comme soutien ou garant de la mondialisation? Qui dit oui? On ne va pas y passer des heures. Hein. Vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Minorité. On va dire 25% de l'amphi. Hein. 25% de l'amphi. Eh bien, c'est la minorité qui avait raison. Bravo à tous. Ouais, bravo. Comme quoi, la minorité peut avoir raison. Il ne faut jamais suivre les moutons. Non, mais en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de Xi Jinping à Davos, il y a plus d'1 an, pas le dernier Davos, mais l'avant-dernier Davos. Donc Xi Jinping a vraiment là positionné, et c'est quand même un élément important, positionné la Chine comme garant de la mondialisation. Hein, la Chine est là pour la promotion des échanges économiques, pour le renforcement des partenariats. Elle est aussi garante du multilatéralisme. Et donc, si je me souviens bien, donc, Xi Jinping a non seulement mentionné le mot mondialisation plusieurs fois, mais il a aussi utilisé à plus de 17 reprises le terme développement économique. Donc la Chine se présente également comme un vecteur de développement pour un nombre croissant de pays par ses initiatives. Alors c'est intéressant d'analyser quand même ce positionnement parce que, à mon avis, il va se consolider dans les prochaines années puisque Xi Jinping va rester au moins jusqu'à 2023, mais probablement au-delà. Après, tout est possible en politique et en géopolitique. Mais disons, c'est pas un positionnement nouveau, mais c'est un positionnement réaffirmé dans le contexte actuel où Donald Trump, les États-Unis de Donald Trump, apparaissaient plutôt en retrait dans certains accords de libre-échange. En tout cas, ils se sont retirés de l'accord de libre-échange transpacifique, le TPP. Et ils apparaissent moins investis dans le multilatéralisme pour résoudre certains enjeux tels que les questions climatiques. Donc Xi Jinping voit ici un contexte plutôt favorable à la Chine, dans lequel la Chine pourrait combler le vide laissé par les États-Unis. Alors pour moi, c'est un vide relatif, hein. C'est une question de positionnement. À mon avis, il n'y a pas de vide laissé par les États-Unis, mais en tout cas, il y a une compétition de communication autour de la mondialisation. Et la Chine, de plus en plus, utilise ce mot avec fierté, ferveur, en se positionnant comme une puissance responsable. Voilà. Alors, réponse à la deuxième question. Quand même, elle était facile pourtant. Hein. Alors, troisième, un peu plus compliqué. Vous êtes prêts? Starting block. Alors, est-ce que j'arrive à me relire? Est-ce que la Chine est aujourd'hui, se positionne aujourd'hui comme un moteur? Alors, ce n'est pas uniquement un positionnement en termes de communication, hein, je parle dans les faits. Est-ce que la Chine est un moteur de la mondialisation aujourd'hui? 3, 2, 1, top. Non, mais laissez-vous, gardez levé. C'était pour compter. C'est pas pour baisser, c'est pour faire votre choix. On va pas y passer des heures, les amis, mais gardez. Bon, en tout cas, moi, je voyais une majorité, non? Une majorité. Oui. Alors, je pense que mes collègues, que Michel et Emmanuel ont répondu à cette question pour moi, en fait. Et c'est pour ça aussi que vous aviez répondu facilement à la question. Deux éléments. Le premier que Michel soulignait, c'est celui de l'upgrading, la volonté de la Chine d'investir en recherche et développement, d'être une puissance innovante dans certains secteurs d'avenir comme l'intelligence artificielle, la génétique, le big data, etc., les data centers, les câbles sous-marins. Donc il y a une vraie volonté chinoise planifiée, hein, parce que la Chine, l'économie chinoise est encore une économie planifiée avec des secteurs clés et des objectifs d'ici 2035-2049 très précis. D'investir massivement dans ces secteurs qu'elle considère d'avenir. Alors après, on verra si elle a raté le coche pour certains investissements, mais en tout cas, il y a une vraie volonté aujourd'hui. Et pourquoi on peut rattacher ça à la mondialisation? C'est parce qu'elle n'a pas uniquement volonté d'être en pointe pour développer des smart cities sur son territoire ou pour son économie nationale, mais elle a la volonté d'être puissance exportatrice, leader dans ces secteurs pour exporter ses technologies, son savoir-faire dans un maximum de pays qui auraient besoin de ces technologies. Et deuxième élément de réponse à cette question, c'est bien sûr les routes de la soie, qui sont aujourd'hui présentées par la Chine comme une nouvelle forme de mondialisation. Alors ça, c'est un élément de langage officiel qui apparaît
tardivement ces derniers mois, mais quand même qui est assez clair. En fait, c'est une forme de gestion des flux, quels qu'ils soient. Alors, il y a les flux en termes de marchandises, transport. Donc, les routes de la soie, en 2 mots, Emmanuel en a déjà parlé, mais en 2 mots, c'est l'investissement, développement des infrastructures de transport, ports, aéroports, routes, voies ferroviaires, principalement, autoroutes, infrastructures de télécommunications et numériques, donc réseau mobile, câbles sous-marins pour les flux, les données Internet, data center, etc. Mais aussi également infrastructure spatiale. Troisième type infrastructure énergétique, donc gazoduc, raffinerie, etc. Et également volonté chinoise, et ça c'est amusant, de construire à l'étranger un nombre croissant de zones économiques spéciales, ou on va dire parcs industriels, on ne dit plus les zones économiques spéciales, mais en fait ce que Deng Xiaoping avait incité à construire sur le territoire chinois, et ce sont des zones qui se sont multipliées au cours des années 90 et 2000, des parcs industriels avec des conditions avantageuses pour les investissements étrangers directs, et la Chine, les entreprises chinoises souhaitent en créer un certain nombre dans le cadre de ce projet des routes de la soie. Et en effet, il y a également une dimension plus soft des nouvelles routes de la soie, coopération universitaire, coopération scientifique, coopération culturelle. Alors c'est sans fin, c'est une grande coquille. Si on se retrouve dans 1 an pour faire la suite du quiz, on vous verrez qu'on aura des nouveaux secteurs à ajouter à la liste probablement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette promotion des routes de la soie pose aussi des questions en termes de normes et standards. Et la Chine souhaite jouer aujourd'hui un rôle actif dans le réajustement de certaines normes et standards dans les secteurs que j'ai mentionnés, ou dans la création de normes et standards dans les secteurs émergents. Et d'ailleurs, cette création, ou ce rôle de moteur dans la formulation de normes et standards se fait aussi par la recherche et le développement, c'est-à-dire qu'en investissant, en ayant des champions nationaux, eux-mêmes, de fait, comme ils sont les premiers entrants sur le marché, en tout cas ceux qui ont dessiné ce secteur, ils créent des normes qui vont dans l'objectif, dans l'idéal de ces entreprises, mais aussi souvent du Parti communiste chinois, faire référence. Et ça, c'est bien un objectif mondial qui est lié à la mondialisation. Vous pensez à quel secteur en particulier pour ces normes ? Intelligence artificielle, par exemple. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que clairement, dans ce secteur-là, les normes ne sont pas établies et la Chine souhaite jouer un rôle majeur. Mais je pense aussi, par exemple, au big data. La Chine a énormément investi dans le big data avec une approche qui est un peu différente de la nôtre, parce qu'ils considèrent aussi que agglomérer les données peuvent être des outils de stabilité politique et sociale, en tout cas de gestion de la société, avec une vision des libertés individuelles et la protection des données qui est souvent différente, très différente du débat que nous avons, nous, en Europe, quand il y a un débat en Chine, d'ailleurs. Alors, on va quand même accélérer parce qu'il nous reste... On a déjà un peu mangé sur le temps des questions-réponses, mais bon, c'est une forme de questions-réponses comme ça, hein. Mais j'ai déjà répondu à ma 4e question moi-même. Ça, c'est l'emballement de la passion, hein. J'allais dire, est-ce que la Chine souhaite réformer les règles de la mondialisation ? Qui dit oui ? Eh bien, ça veut dire que vous avez bien écouté. Non, en fait, il n'y a pas de réponse unique à ces questions, bien sûr, mais globalement, oui, il y a une volonté politique forte de promouvoir une nouvelle forme de mondialisation. On vient de parler des normes et standards, mais on peut parler aussi de gouvernance mondiale. La Chine considère que la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui a été formée par ce que la Chine appelle les puissances occidentales, hein, de manière un peu généralisatrice, avec finalement assez peu de contributions de la Chine, et qu'il est temps que la Chine prenne toute sa place, joue tout son rôle dans la formation des règles du jeu de la mondialisation. Les règles du jeu, c'est des normes et des standards, je vais en parler. Alors après, c'est pas propre à la Chine, hein. Je viens de lire un rapport très intéressant, qui était publié en 2012, mais de Claude Revel, qui parlait justement de l'importance des normes dans les relations internationales et la géopolitique. Et on voit bien qu'il y a une compétition, hein, de normes et standards entre pays qui opposent, dans certaines mesures, États-Unis, Chine, Union européenne, parmi d'autres acteurs. Mais il y a également toute la restructuration de la gouvernance mondiale, les institutions qui, elles-mêmes, forment les règles du jeu de cette mondialisation, en tout cas surveillent l'évolution de certaines règles, ou en tout cas de la façon dont certains pays s'accordent avec ces règles. Et Michel évoquait l'OMC, bien sûr,
mais il y a toute une diversité d'institutions auxquelles la Chine s'intègre pleinement avec l'objectif de réformer ces institutions de l'intérieur pour qu'elles puissent davantage représenter ses intérêts ou qu'elles puissent promouvoir plus facilement ses intérêts dans ces institutions. Je pense à l'ONU, tout simplement, au sein duquel la Chine joue un rôle de plus en plus actif, mais aussi d'autres institutions rattachées à l'ONU, telles que l'UNESCO. Là, c'est des institutions qui ne sont pas strictement économiques, mais c'est pour montrer aussi que l'activisme chinois en termes de gouvernance mondiale, en tout cas les ambitions de restructuration de la gouvernance mondiale, s'appliquent à une diversité de secteurs, institutions économiques, institutions de sécurité, institutions aussi en termes de cybergouvernance, qui sont elles aussi en cours de formation ou de restructuration, institutions culturelles, institutions liées au patrimoine telles que l'UNESCO, etc. La liste est très longue, mais il y a une vraie volonté là de prendre part dans ces institutions qui forment les règles et standards et qui prennent des positions également face à certaines crises, certains enjeux. Alors, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y aura les questions-réponses. Dernière question. Alors là, on va voir si vous avez bien écouté. Vous êtes prêts? Est-ce que la Chine a la même définition de la mondialisation que l'Europe? Qui dit non? Attention à l'effet mouton. Hein. Non, mais c'est ça. Enfin, elle n'a pas la même définition. De plus en plus, on peut parler d'un écart de définition, un definition gap, c'est-à-dire on utilise les mêmes mots. Xi Jinping va parler à Davos de mondialisation, mais on veut dire des choses totalement différentes. Et je pense que la présentation de Michel Foucault est éclairante à cet égard. Il faut se rappeler la nature de l'économie chinoise. C'est une économie qui fonctionne différemment de la plupart des économies européennes, avec un rôle de l'État dans l'économie qui reste extrêmement fort. Une économie planifiée, avec l'importance des plans quinquennaux et des plans au-delà des plans quinquennaux qui s'étendent jusqu'à 2049. Une économie très centralisée, avec un poids considérable encore des entreprises d'État, des SOIs, même si elles sont en cours de restructuration, mais elles restent au cœur, un acteur majeur de l'économie. Une ouverture limitée de l'économie chinoise. On pourrait revenir sur les investissements étrangers en Chine, mais aussi la coordination des investissements chinois en Europe. Donc la nature du système économique chinois est très différente de la majorité de tous les pays européens. Et le système politique chinois est lui-même très différent. Et donc découle de cette différence une approche aussi de la gouvernance, pas uniquement mondiale, quand on vient de l'évoquer, mais de la gouvernance nationale, c'est-à-dire du système politique et du meilleur modèle de développement très différent de celui qu'on a en tête. Tout à l'heure, on parlait de nécessité de démocratisation pour promouvoir le développement économique. Pour Deng Xiaoping, dès son arrivée au pouvoir, mais encore aujourd'hui pour Xi Jinping, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la stabilité économique et sociale serait un prérequis pour le développement économique. Alors bien sûr, c'est contestable, c'est sujet à débat, mais c'est intéressant de voir comment eux perçoivent les choses et quel système ils aimeraient exporter à l'étranger. Parce que là, il y a vraiment aujourd'hui une compétition de modèles de développement extrêmement rude, avec un pouvoir chinois, un parti communiste chinois qui n'hésite plus à souligner les faiblesses des modèles de développement européens, occidentaux au sens large, et promouvoir un État fort, centralisé, une économie planifiée, capable de prendre des décisions rapidement, sans passer par le Parlement, etc. etc. Donc il faut bien avoir en tête aussi que dans l'approche chinoise de la mondialisation, il y a aussi de plus en plus la promotion d'un modèle de développement et de gouvernance alternatif. Et ça, c'est intéressant à suivre parce que la compétition est rude. Certains pays soutiennent la Chine dans cette compétition de modèles. En tout cas, sont plutôt du côté de la Chine. Il n'y a pas de système d'alliance parce que la Chine est contre le système d'alliance. Mais il y a en tout cas un attrait pour le système politique et économique chinois qui est parfois sous-estimé ici en Europe parce qu'il est moins attrayant à nos yeux. J'arrête là le quiz, mais bravo à tous. Vous avez tous gagné 1 euro divisé par... Alors, on trouvera une manière de vous rétribuer, hein, les professeurs trouveront. Merci beaucoup à tous les trois. Vous nous avez décrit une Chine très conquérante, avec une volonté d'airain très moderne. Et je me demandais un peu où on en était du point de vue technologique. Est-ce que cette Chine-là, elle nous a déjà rattrapés ? Et quand on prend par exemple l'exemple du TGV qu'elle exporte aujourd'hui, elle n'a plus besoin de nous pour construire ses trains, elle est peut-être même en avance sur certaines technologies. Est-ce qu'on a une Chine qui est à la fois
a une volonté, une stratégie forte et claire, et qui en plus a déjà les technologies, ou est-ce que sur le plan du progrès technologique, elle a encore besoin des connaissances occidentales? Peut-être Emmanuel. Oui, bien sûr, oui. Merci. Le TGV est un excellent exemple, je crois, effectivement, de la montée en puissance dans la capacité d'aménagement, excusez-moi, des réseaux, des infrastructures. L'histoire du TGV en Chine, c'est une histoire qui est récente. Comme disait Alice tout à l'heure, sur la mondialisation qui est récente au sens fin des années 70, début des années 80, et puis une montée en puissance comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Le TGV est dans la continuité de cette montée en puissance, de cette mondialisation. Les Chinois, de manière très, très fine, ont mis en place des plans stratégiques de réflexion, d'intelligence économique, etc., sur comment je vais aménager mon territoire, désenclaver des régions lointaines, mal desservies, pas bien développées, etc., dans le Grand Ouest chinois, dans le Sud-Ouest, etc., des provinces qui correspondent au Xinjiang, au Tibet, ou éventuellement au centre de la Chine, qui est à quelques centaines, voire 1200 km de Shanghai ou de Pékin, a mis en place, dès la fin des années 80, un programme d'acquisition des technologies, des savoir-faire dans le domaine du transport à haute vitesse, TGV, ferroviaire. Comment ils ont procédé? Ils ont fait appel d'offres. Aujourd'hui, leurs trains, ils sont comment par rapport aux trains de Siemens et Alstom, par rapport aux trains japonais Moderne à l'heure, est-ce que j'ose? Pas en grève? Enfin, voilà. Terminé. Moderne, très très rapide. Il y a un réseau TGV qui est autour, vous me dites si je dis des bêtises, qui est autour de 20 000 km. 20 000 km de réseau TGV, au sens TGV, 300 km/h, répartis dans un maillage donc, qui est très dense dans la partie est et un peu moins dense dans la partie Grand Ouest, sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites un Pékin-Shanghai dans le Grand Est chinois en 4-5 heures, 5 heures à peu près. Un Pékin-Canton en un peu moins d'une dizaine d'heures, 9 heures. Ouais. Ce qu'il y a une dizaine d'années se faisait respectivement pour Pékin-Shanghai en une nuit de train au moins, et un Pékin-Canton en 18, 20, 22 heures de train. Donc ça va très très vite, Et pour aller très très vite, eh bien, on fait appel à de l'intelligence économique, on fait appel à des capacités qui permettent d'aller plus vite, d'accélérer le développement. Toujours sur le plan technologique, par exemple, on voit que les EPR chinois sont très en avance par rapport à l'EPR français ou par rapport à l'EPR finlandais. Est-ce que là aussi, finalement, on n'est pas en train de se faire dépasser technologiquement? Quel est le... Alors, je ne sais pas si le nucléaire était une industrie d'avenir, d'abord, premièrement. Bon, cela étant dit, c'est vrai que sur ce plan-là, les Chinois nous ont rattrapés en matière. Bon, en plus, il semble que lorsque vous devez construire une centrale nucléaire en Europe, c'est très compliqué. C'est très compliqué, non pas technologiquement, mais du fait du nombre d'acteurs qui interviennent pour définir les normes de sécurité, pour les associations des gens qui habitent autour des centrales, des oppositions, etc., ce qui fait que c'est très compliqué de construire en Europe un EPR, mais technologiquement, on est tout à fait à égalité avec les Chinois. Il y a eu un autre problème, c'est les Coréens qui ont réussi à développer des types de centrales nucléaires, de petites centrales nucléaires. Et ça, ils ont choisi un créneau différent du créneau français et ils ont très bien réussi. Donc, bon, pour le nucléaire, c'est une chose. Dans un autre domaine, dans d'autres domaines, il faut voir que la Chine, c'est extrêmement contrasté. Je dirais, en moyenne, le niveau de productivité chinois, c'est le cinquième du niveau occidental. C'est un chiffre, un ordre de grandeur. Ils sont très loin derrière nous. Mais dans les secteurs de pointe, on a affaire, lorsque Volkswagen construit une usine, ou BMW construit une usine en Chine, c'est une usine qui est au top de ce qui se fait en matière automobile. C'est pas bon. Donc, on va avoir
dans tous les secteurs où il y a de l'investissement étranger important, des entreprises qui ont le top niveau international. Donc il y a ce contraste qu'il faut voir. Et il est évident que le gouvernement chinois cherche à promouvoir en priorité le développement de ces industries de pointe. Et on a un programme d'achat. Alors, la technique chinoise, c'est au fond de trouver des raccourcis. Je prends un exemple, l'automobile. Les Chinois ont décidé que le véhicule électrique était l'avenir de l'industrie automobile. Ils ont été les premiers au monde à dire qu'ils se lançaient dans cette direction-là. Et ils investissent massivement. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça, c'est un autre problème, mais c'est clair qu'ils se sont dit que sur les voitures traditionnelles, entre guillemets traditionnelles, ils avaient peu de chances de faire jeu égal avec BMW, Daimler, etc. Mais qu'en revanche, sur l'électrique, la voiture électrique, il y a une rupture qui se produit et que là, dans la rupture, ils allaient pouvoir devenir des leaders mondiaux. On pourrait multiplier les exemples. Et l'acquisition internationale, alors je prendrai l'exemple de l'année dernière, en 2016, il y a eu un boom des investissements chinois dans le monde, et en particulier en Europe, et en particulier en Suisse. En Suisse, me direz-vous, qu'est-ce que viennent de faire les Chinois en Suisse? Ils ont racheté l'une des plus grandes entreprises de produits phytosanitaires et de semences, un semencier, pour former un des plus grands groupes mondiaux. Ça a coûté la bagatelle de, je crois, 47 milliards de dollars de rachat. Donc la Chine a des poches profondes, et avec ces poches profondes, a les moyens d'aller acheter des entreprises de pointe. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que nous, occidentaux, si on veut racheter une entreprise chinoise de pointe, c'est impossible. Et donc, il y a l'idée que les Européens, les Américains, alors les Américains sont assez bien armés de ce point de vue-là. Il y a le Committee on Foreign Investment in the US qui s'est opposé à un certain nombre de rachats d'entreprises américaines par des entreprises chinoises ou simili-chinoises. Parce que savoir si une entreprise est chinoise ou n'est qu'un faux nez d'un Chinois, ça peut être assez compliqué. Donc il y a l'idée qu'en matière d'investissement international, l'Europe est beaucoup trop ouverte ou naïve, Bruno Le Maire dirait naïf, à l'égard des investissements chinois, et qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a des points de vue très différents. Les pays du Sud, le Portugal, la Grèce, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, sont opposés à toute réglementation européenne, de donner à l'Europe le pouvoir de screener, d'évaluer la qualité, l'objectif des investissements étrangers en Europe. Alors étrangers, ça veut dire qu'en fait, ce qui nous inquiète, c'est les Chinois, c'est pas tellement les autres, mais disons que ça sera... Donc, est-ce que l'Europe va être capable de se doter d'un instrument de contrôle des investissements chinois qui pourraient toucher des secteurs de pointe à application militaire ou non? Bon, bah écoutez, je vous laisse méditer sur cette dernière phrase de rêve. Merci. C'était super, les quiz. Ah oui, c'est bien, ça réveillait. Ouais.